mettre sur le pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Éclairbois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. La première ministre a présidé ce vendredi 16 août 2024 à la Cité de l'Union africaine la 9e réunion du Conseil de ministres à la place du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui prend part au 44e sommet de la SADC. La situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national est particulièrement dans l'est du pays, ainsi que d'autres sujets à caractère sanitaire et socio-économiques sont repris à l'ordre du jour. Cette réunion a duré 4h07 de 14h28 à 18h35. Suivez le compte-rendu du dit Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Restez connectés sur Éclairbois Original pour la suite de nos programmes. Rendu de la 9e réunion du Conseil de ministres. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, en déplacement à Harare au Zimbabwe pour participer à un sommet de la SADC, la première ministre Judith Suminwa a présidé ce vendredi 16 août 2024 à la Cité de l'Union africaine la 9e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, 2 points d'information, 3 approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, 4 examen et adoption d'un dossier. La communication du Président de la République qui a été lue par la Première ministre chef du gouvernement a porté essentiellement sur 2 points, à savoir 1. De la création du département d'intelligence économique et financière, DIEF. Le président de la République est revenu sur la création par ordonnance numéro 24/073 du 9 août 2024 d'un département d'intelligence économique et financière au sein de l'Agence nationale de renseignement. Cela a été motivé par l'impérieuse nécessité de faire participer activement ces services d'intelligence aux efforts stratégiques pour la réalisation de la croissance économique et du développement intégral de notre pays. Il ne s'agit pas donc, a-t-il précisé, d'une structure devant se substituer aux autres services existants dont les attributions sont fixées par différents textes. À travers ces départements, l'Agence nationale de renseignement est appelée entre autres à mener des réflexions profondes sur des questions économiques et financières, tant au niveau interne que dans les cas des relations bilatérales et multilatérales de la République démocratique du Congo avec d'autres pays et partenaires. Ces départements, au-delà de son rôle d'enquêter, il aura également la tâche d'anticiper et d'alerter afin de nous rendre plus compétitifs avec les autres nations. Le président de la République a insisté pour que les interventions de ces départements soient fondées essentiellement sur des raisons sécuritaires et se dérouler de manière à ne pas énerver l'environnement des affaires en République démocratique du Congo et à éviter toute collision avec les autres services intervenant dans ces secteurs. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
l'Intérieur a été engagé, ainsi que les responsables de l'ANR, de tout mettre en œuvre pour veiller scrupuleusement à cette instruction. Le deuxième point de la communication du président de la République, lu par la Première ministre, a porté sur l'envahissement de emprises ferroviaires de l'ONATRA. Le président de la République a été saisi d'une alerte lancée par la Direction générale de l'Office national de transport au vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication, faisant état de la situation critique d'envahissement des emprises du complexe ferroviaire délimité d'une part et l'ensemble de la ligne Kinshasa-Matadi d'autre part. Cette situation est récurrente et l'ONATRA a du mal à la résoudre depuis de longues années, ce qui constitue une problématique structurelle de son fonctionnement opérationnel qui risque de pénaliser lourdement la relance de ces exploitations ferroviaires. Pour y faire face, plusieurs décisions et mesures ont été prises, notamment par l'autorité provinciale de Kinshasa, allant jusqu'à la démolition de constructions anarchiques érigées dans les espaces dédiés à l'exploitation ferroviaire. Ces efforts ont été annihilés par la réinstallation répétée des spoliateurs sous des prétextes fallacieux, alors qu'il s'agit des espaces relevant du domaine public de l'État, réputés inaliénables et incessibles selon la loi. Dans les soucis de protéger les emprises ferroviaires concernées, le vice-premier ministre, ministre de Transport, ainsi que le ministre du Portefeuille ont été instruits à se pencher sur ces dossiers afin de proposer au gouvernement des mesures susceptibles de mettre définitivement fin à cette situation qui a trop perduré. Cela va sans dire qu'un état des lieux exhaustif est à réaliser pour des dispositions adéquates. Le président de la République a demandé un rapport d'exécution de la présente instruction dans les 14 jours au Conseil des ministres. Après avoir lu la communication du président de la République, la première ministre, chef du gouvernement, l'a complétée en revenant sur quelques points, notamment sur la fin du processus électoral au niveau national, avec l'installation du bureau définitif du Sénat, ce qui permet au Parlement d'être complet et d'exercer pleinement ses prérogatives telles que prévues par la Constitution, notamment celle de voter des lois, de contrôler le gouvernement, les entreprises ainsi que les autres services publics de l'État. L'opérationnalité des principales institutions va accélérer la mise en œuvre de réformes que comptent engager les gouvernements conformément à la vision du président de la République. Par la suite, la première ministre a évoqué l'obligation de redevabilité en cette semaine qui marque les débuts du 3e mois d'exercice du gouvernement depuis son investiture. Elle a rappelé l'objectif principal du récent séminaire du gouvernement qui a consisté à promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et à diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementale pour susciter l'engagement, la responsabilité et la redevabilité des membres du gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Elle a invité les membres du gouvernement à se préparer pour répondre à cette exigence de redevabilité dans l'objectif d'assurer le bien-être social de populations congolaises en communiquant de manière transparente sur leurs résultats. Sur la problématique de la lutte contre l'insécurité, les embouteillages et l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, la première ministre a précisé qu'elle a réuni les ministres sectoriels concernés ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa. Une série d'actions à court, moyen et long terme a été envisagée et certaines sont déjà en cours d'exécution. Elle a conclu son intervention en demandant au ministre de Budget et celui des Finances de s'assurer que le gouvernement s'acquitte de sa part dans la consolidation du processus de désengagement de la MONUSCO à Bukavu à la suite de la feuille de route des activités établies par l'équipe intégrée provinciale de transition. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, portant sur le point d'information État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
Sécurité, décentralisation et affaires coutumières a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par les présidents de la République dans les cas de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. L'état d'esprit de la population demeure globalement calme et au cours de la semaine qui se termine, les faits ci-après méritent d'être épinglés. L'attente après le passage à Kinshasa du président angolais des résultats de la diplomatie qu'il mène auprès du président de la République pour mettre un terme à la crise sécuritaire dans l'est du pays, la satisfaction dans l'opinion après la tenue des élections du bureau définitif du Sénat, les débuts mardi 13 août 2024 au tribunal de grande instance de Kalamu-Denjili du procès des jeunes dits Force du Progrès présumés auteurs des troubles à l'ordre public au Palais du Peuple en date du 6 août 2024. L'attente par la population des retombées des mesures prises par le gouvernement sur la réduction de prix de première nécessité. Faisant les rapports sur la lutte contre la criminalité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a informé le Conseil de la persistance du phénomène Kuluna dans quelques quartiers et différents centres urbains du pays. Les forces de défense et de sécurité continuent à fournir des efforts pour lutter et taire ces fléaux. Il a indiqué que la police nationale s'emploie notamment à la mise sur pied du programme opérationnel à lancer à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo, suivant la spécificité de chaque province et la nature des faits qui y sont rencontrés. En ce qui concerne les enlèvements dans la ville de Kinshasa, la réunion sécuritaire tenue à son cabinet à propos a conclu que les différentes annonces des cas d'enlèvement sont montées de toutes pièces dans les buts de discréditer le gouvernement, car à chaque fois après vérification, les faits s'avèrent sans fondement. Une vigilance accrue au niveau de service a été demandée, y compris pour identifier les propagateurs de ces fausses nouvelles. Par ailleurs, il a annoncé le lancement imminent, pour la toute première fois depuis la promulgation de la loi organique numéro 11/013 du 1er août 2013 portant organisation et fonctionnement de la police nationale, les travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la police qui va permettre à ce que toutes les questions en rapport avec la redynamisation de l'exercice de mission de notre police y soient examinées. Au sujet des tristes événements des Kilwa dans le Haut-Katanga, consécutifs à l'incursion des Maïmaï Fokat, le gouvernement va envoyer diligemment une mission comprenant les délégués de tous les services faire la lumière sur ces événements. Une enquête a d'ores et déjà été ouverte. Les questions de la coopération policière internationale, des sinistres et catastrophes, ainsi que la situation aux frontières ont également fait l'objet du rapport présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Avant de clore son propos, il a informé le Conseil qu'il envisage de mettre en place un groupe de travail sur l'évaluation du processus électoral démocratique du Congo qui aura pour mission en amont de recueillir les informations nécessaires auprès des parties prenantes sur le processus électoral finissant et en aval d'étudier, analyser, évaluer et faire toutes les propositions des réformes électorales susceptibles d'améliorer la tenue des prochaines élections dans un climat de paix et de cohésion nationale. Ce travail nous permettra à préciser, de baliser la voie pour avoir un processus électoral adapté et une machine électorale efficace reposant sur les principes fondamentaux adaptés à notre peuple et à notre contexte. En complément au rapport fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-ministre de la Défense nationale a quant à lui présenté la situation opérationnelle et particulièrement celle dans la partie est du pays. Au point 3, organisation des États généraux de la justice. Les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a informé le Conseil de l'organisation prochaine des États généraux de son secteur sous les thèmes « La justice congolaise est-elle qualifiée de malade ? Quelle thérapie face à cette maladie ?» après ceux tenus en 2015. 9 ans après,
sans vouloir remettre en cause les conclusions et recommandations pertinentes de ces assises. Il sera question d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de celles-ci tout en formulant des actions concrètes au regard de l'état actuel de la justice. Face à ces tristes constats partagés par tous les acteurs, il devient urgent de faire un diagnostic sans complaisance des maux qui rongent notre justice afin de lui administrer une thérapie des chocs à travers des réformes profondes. Conscient du rôle majeur de la justice dans la stabilité des institutions et la consolidation de la paix, car la justice élève une nation, il entend engager un processus de réformes partagé par tous les acteurs à l'issue des états généraux de la justice. Ces états généraux se dérouleront en 2 phases. La première phase consistera en l'organisation préalable des consultations populaires à travers les provinces regroupées en pôles en vue d'impliquer tous les acteurs à la base, ainsi que des travaux en session plénière et en commission spécialisée. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur des PME. Le ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises, en mission est représenté par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, a informé le Conseil des 2 rapports. Il s'agit respectivement de la situation des arriérés des quotités dues aux structures allocataires par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ainsi que la relance de la commission des relectures de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Concernant la situation des arriérés de quotités dues aux structures allocataires par l'ARSP, l'essentiel de leurs moyens d'action provient d'une quotité de la redevance perçue par l'ARSP sur les marchés des sous-traitances dans les secteurs privés, à raison de 0,2% au profit du Fonds de garantie des entreprises congolaises FOGEC, 0,1% pour l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC et 0,1% au profit de l'Agence pour la promotion de classe moyenne APROSEM, conformément au décret numéro 020/032 du 31 octobre 2020 et aux arrêtés ministériels en vigueur. Dans le but de trouver une solution substantielle à la résorption de ces arriérés, le ministre de l'Industrie a réuni les équipes dirigeantes de l'ARSP et de 3 autres structures allocataires afin de mettre en place une supervision plus rigoureuse des activités des structures allocataires axées sur des résultats tangibles au vu de la centralité de ces dispositifs dans le plan d'action du gouvernement. Il est aussi prévu d'élaborer un échéancier raisonnable d'appurement de ces créances assorties d'un paiement initial de moins 30%, permettant ainsi aux différentes structures de fonctionner normalement et surtout de réaliser leur mission. Au sujet de la relance de la commission de relecture de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés et l'élaboration de l'avant-projet de loi sur le contenu local, les membres du gouvernement ont été informés que, faisant suite aux réclamations d'opérateurs économiques tant nationaux qu'étrangers adressées au gouvernement, ainsi que les observations des partenaires techniques et financiers qui appuient notamment les réformes visant l'amélioration du climat des affaires, il a rappelé que le Conseil de ministres réuni le 2 février 2024 avait validé la mise en place d'une commission multisectorielle dont l'arrêté ministériel a été signé le 26 avril 2024 pour une durée de 2 mois. Étant donné la caducité du présent arrêté, l'urgence des réformes envisagées, notamment celles visant l'élaboration d'une loi spéciale sur le contenu local, consacrant une batterie de mesures de discrimination positive en faveur des entrepreneurs congolais, ainsi que la nécessité d'intégrer des parties prenantes omises par le passé, le ministre s'apprête à signer un nouvel arrêté assorti d'instructions fermes sur le calendrier des travaux de la dite commission afin d'aboutir à des projets de textes législatifs dans les meilleurs délais. Cette démarche, a-t-il insisté, vise l'éclosion d'une nouvelle classe d'entrepreneurs congolais, prospères et acteurs majeurs de l'économie mondiale. Le Conseil a pris acte de ces 2 rapports. Situation épidémiologique dans le pays. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale est revenu sur la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. À propos du monkeypox aux variole du singe, il a indiqué qu'actuellement 4 sur 9
Des pays frontaliers notifient de cas de Mpox. Une tendance haussière de cas a été constatée dans les zones de santé des provinces atteintes. La présence de 2 types de transmission est signalée, celle habituelle animal-homme à l'ouest et sexuelle à l'est, et une forte mortalité à l'ouest, entre 3 et 10%, particulièrement chez les enfants. Depuis début de l'année 2024 jusqu'à la 30e semaine épidémiologique, les cumuls de cas est de 14 091 cas suspects, dont 51 décès, soit une létalité de 3,6%. Les provinces les plus touchées sont Équateur, Sud Kivu, Nord Kivu, Ubangi, Chouapa, Sankuru, Mongala et Chopo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a évoqué les actions en cours, parmi lesquelles la prise en charge médicale gratuite des cas de Mpox, les suivis des contacts avec les zones de santé respectives, la promotion de la surveillance à base communautaire, le renforcement de la sensibilisation de la communauté pour le changement de comportement, le lancement du processus d'acquisition des vaccins, le renforcement de la surveillance au point d'entrée et au point de contrôle, la validation du plan national stratégique de vaccination Mpox en RDC, les déploiements des kits de prélèvement au Nord Kivu et au Sud Kivu et la mobilisation de ressources financières auprès du gouvernement et des partenaires. En ce qui concerne le choléra, il a noté, comparativement à la semaine précédente, la tendance baissière du nombre de nouveaux cas, passant de 359 à 30 cas, avec une létalité des 0,6%. Les provinces les plus touchées restent toujours le Nord Kivu, le Haut-Katanga, le Sud Kivu et le Olomami. La province du Nord Kivu représente 48% des cas de tout le pays au cours de cette semaine. Le ministre de la Santé a rassuré de la poursuite des actions de riposte menées à travers les différentes provinces concernées. Sur un autre chapitre, il a passé en revue la situation de l'alerte relative à la suspicion d'une épidémie de la maladie à virus Ebola dans la zone d'Aketia en province de Bazuélé. Une équipe mixte y poursuit les investigations. Les échantillons prélevés sur 2 cadavres avant leur enterrement, dignes et sécurisés, ont été analysés à l'INRB et les résultats sont négatifs. La surveillance a été renforcée autant que la recherche active des cas et suivi des cas contacts. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Résumé des traités proposés à l'adhésion de la RDC dans les domaines de la propriété intellectuelle. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a fait les résumés des traités proposés à l'adhésion de la République démocratique du Congo dans les domaines de la propriété intellectuelle. De ces faits, il a évoqué 1. Les traités de coopération en matière de brevets qui vise la protection internationale du brevet d'une invention simultanément dans plus de 150 pays, en déposant une demande à partir d'un seul État membre. Notre pays est parmi les 4 États non africains membres du PCT. 2. Les protocoles de Madrid sur l'enregistrement international de marques, de fabriques, de commerce et des services, dont la demande doit désigner un ou plusieurs pays contractants dans lesquels la protection est sollicitée. Un pays ne peut être désigné que s'il fait partie du protocole de Madrid qui offre pour les ressortissants des États la même protection de marque au niveau mondial comme c'est le cas pour le brevet. Le 3e, enfin, le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Il accorde une place importante à la dimension humanitaire et au développement social, son principal objectif étant de créer un ensemble de limitations et exceptions obligatoires en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture de textes imprimés. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. 2 autres notes relevant du secteur du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a présenté au Conseil 2 notes
l'une portant sur la nécessité de la construction d'une image de marque propre au pays en vue de sa promotion et son positionnement sur les marchés internationaux, et la deuxième portant sur les mesures de sauvegarde de la production locale par les contrôles des importations cas de la Zambie. Au sujet de la construction d'une image de marque propre à la République démocratique du Congo, il a indiqué qu'il est nécessaire que notre pays soit promu et bien positionné dans l'échiquier mondial. Intervenant à ces sujets, la Première ministre a demandé au ministre du Commerce extérieur de se joindre à l'équipe de ministres qui travaille à finaliser le plan stratégique global de la communication de la République démocratique du Congo, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Au sujet de mesures de sauvegarde de la production locale par le contrôle des importations, le ministre du Commerce extérieur a précisé que l'accord bilatéral n'a pas été violé par la République démocratique du Congo pour constater la fermeture de la frontière zambienne à Kasumbalesa, Sakanya et Mukambo. À l'issue de la réunion entre les deux parties tenue le 12 août 2024 au gouvernorat de province du Haut-Katanga, un communiqué conjoint a été signé reprenant la décision de la Zambie de rouvrir immédiatement la frontière fermée de son côté, de ne pas restreindre le trafic de transit sur leur territoire et de ne pas accepter que les marchandises arrivées en transit en Zambie soient fractionnées sur son territoire, ce qui réduirait à au moins 50% les phénomènes d'Ibilanga à Kasumbalesa. Les 10 communiqués rappellent aussi les dispositions pertinentes contenues dans les arrêtés ministériels portant sur les mesures de sauvegarde, entre autres, la dérogation spéciale de 30 jours accordée collectivement aux opérateurs économiques dont les importations ont été initiées avant la signature des 10 arrêtés. Pendant ce temps, les deux parties vont instituer une commission mixte pour évaluer l'accord commercial entre les deux pays et travailler sur d'autres aspects relatifs aux échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Tirant les leçons de cette crise et dans les soucis de rendre notre tissu industriel apte à faire face à la concurrence régionale, le ministre du Commerce extérieur a préconisé une série de recommandations au gouvernement. Le Conseil a aussi pris acte de ces 2 notes d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la réunion ordinaire du Conseil de ministres du 9 août 2024. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de dossiers. Un dossier. 1. Mesures en vue des désendettements des entreprises du portefeuille de l'État ainsi que des établissements et services publics. Le ministre du portefeuille faisant suite à l'adoption des propositions relatives à l'endettement des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics de l'État, a informé le Conseil avoir mis en place une commission ad hoc dont la mission a consisté à analyser en profondeur, à partir des informations fournies par les dites entreprises, les contours de cet endettement en vue de proposer les solutions idoines. Sa démarche est motivée par la volonté d'assainir la dette des entreprises du portefeuille de l'État et s'inspire du décret du 2 octobre 2012 fixant les règles de reprise par l'État des passifs non assurables des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, qui avait pour objectif d'assainir la situation financière des entreprises du portefeuille en permettant à l'État de prendre en charge une partie de leur endettement. Il a présenté la structure et la ventilation de la dette qui s'y regroupe en 5 catégories: fiscale, sociale, commerciale et judiciaire. Face à cette problématique qui plombe la performance des entreprises du portefeuille de l'État, il a proposé, après analyse des mesures d'ordre général, notamment la nécessité de diligenter un audit de toutes les dettes de chaque entreprise publique par des cabinets d'audit indépendants de grande renommée, pour notamment établir l'existence de chaque dette, son origine et sa hauteur, et des mesures spécifiques concernant les différents types de dettes. Il a été complété par le ministre des Finances. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Le dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, portant examen et adoption d'un projet de texte. 1.
Projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a présenté le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 25 août 2024. Après débat et délibération, ce projet d'ordonnance loi a été adopté. Commencé à 14h28, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h35. Je vous remercie. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément!